Avec Pascal Pierre Garbarini, Jules Torres et Vincent Herouette qui nous avaient manqué lundi, mardi et mercredi et qu'on est heureux de retrouver à l'instant. On va parler de la PPE dans une seconde, simplement un jour un sketch avec Emmanuel Macron et cette fois-ci il annonce la fin de l'industrie en Europe. Figurez-vous, c'était hier devant les industriels à Anvers, il a averti que certaines branches de l'industrie européenne pourraient disparaître dans les prochains semestres si des mesures adaptées de simplification, il est en place depuis 9 ans, et de protection ne sont pas rapidement mises en œuvre. Écoutez le président de la République qui désormais ne parle plus qu'anglais. Ce qui est en jeu ici, c'est que certaines parties de l'industrie européenne pourraient disparaître dans les prochains semestres si on ne prend pas les bonnes mesures en termes de simplification et de protection. Au courant. Vous n'étiez pas au courant ? Non, pas du tout. Bon, bah écoutez, ça s'est passé à un jour. Non, mais je sais qu'il y avait 2 réunions européennes cette semaine. Celle qui est importante, c'est aujourd'hui. C'est l'espèce de sommet informel, on appelle ça une retraite désormais. J'adore la façon. On était au séminaire, maintenant on est à la retraite. Ce serait bien qu'il aille en retraite. d'État pour parler de la stratégie européenne à l'avenir. C'est pas une mauvaise idée. Pardon ? Ce serait bien qu'il aille en retraite. Oui, un peu de méditation aussi. Oui. À confesse. Mais ça, c'est le clergé médiatique n'est pas convié à cette réunion. Bon, ça pas de la même. Oui. Écoutez, je ne sais pas comment il faut décoder ou décrypter cette intervention. Il y a eu un tir de barrage des Allemands qui nous ont trahis juste après le discours du président. Le président n'a pas fait un discours, pardonnez-moi, il a donné une interview à plusieurs quotidiens européens, c'était lundi. C'est l'idée la plus idiote du monde. Et donc il s'est fait immédiatement tacler par nos partenaires allemands qui ont réagi en disant il y a plus important à faire, il y a des réformes urgentes. Et plutôt que d'envisager un emprunt gigantesque, un nouvel emprunt. Bon, bref. On a vu dans quel état était le couple franco-allemand. Ils nous font des infidélités avec les Italiens en ce moment. En tout cas, le président donne l'impression de vouloir exister en sortant de ça, vraiment en faisant l'intéressant et en donnant comme ça une espèce de perspective lointaine et ambitieuse, alors qu'on est incapable de tenir les comptes, que c'est ce que nous réclament nos voisins immédiats. On écoutera d'ailleurs Madame de Montchalin tout à l'heure là-dessus, qui était hier en commission d'enquête sur les comptes publics, où elle explique qu'elle-même a découvert qu'il n'y avait pas de suivi mensuel. Je vous assure, en fait c'est effrayant. Ouvrir le capot. Elle a dit hier en commission, on a découvert en fait qu'on ne suivait pas mensuellement les comptes. Donc c'est ce qu'elle a dit. Hein. Oui, bien sûr. Ils ne savent pas où sont passés 1600 milliards de dettes. Je vous assure. Tiens, vous voulez qu'on l'écoute tout de suite avant la PPE ? Je le dis pour Marine Lançon. Hier c'est... Alors, elle était... Je suis sûr, quand on ouvre le capot, on est au-delà des amateurs, en fait. On a des joyeuderies qui font à peu près n'importe quoi. Un président de la République qui est en place depuis 9 ans, qui n'a pas fait manifestement la réforme de l'État. Et vous avez Madame de Montchalin. Oui, mais ça vous révèle aussi une autre réalité, c'est que c'est très compliqué d'ouvrir le capot. Mais c'est difficile. Non, pardon, mais... Bon, alors, il ne faut pas qu'il soit en place. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Oui. C'est leur métier. C'est un métier. Mais écoutez, c'est un métier difficile. Mais j'entends bien, vous avez un président de la République qui est en place depuis 9 ans. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a été auditionnée ce mercredi soir dans le cadre de la commission d'enquête visant à lever les incertitudes budgétaires en matière de sécurité sociale. Écoutez ce qu'elle dit. Je vous assure, quand je dis qu'on est au-delà des amateurs, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui vient de le dire. On a découvert. Écoutez Madame de Montchalin. Si j'ai un point de vigilance... mais que je partage très simplement, Madame la rapporteure, c'est vraiment le suivi mensuel. J'ai découvert que jusqu'à la fin de l'année 2024, jamais les ministres dits de Bercy n'avaient fait un suivi mensuel des dépenses et des recettes publiques au-delà du périmètre de l'État. Et donc la nouveauté de notre plan d'action que nous avions présenté avec Éric Lombard au tout début de l'année 2025, c'est que nous avions annoncé que nous ferions un suivi mensuel de l'exécution des dépenses et des recettes sur tout le périmètre de la dépense publique. Donc, la partie dépenses sociales, les recettes et les dépenses, les collectivités, les dépenses et les recettes, et l'État. Mais c'est effrayant. Ce qu'elle dit est juste effrayant. Vous avez un président de la République qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans son propre gouvernement. C'est effrayant, la réforme de l'État. J'ai découvert en 2024 que les gens de Bercy ne s'intéressaient pas aux dépenses publiques et sociales au-delà du périmètre de l'État et qu'on ne contrôlait pas. Mais enfin, mais ces gens sont... Et c'est nous qui payons.
Et après, ils viennent nous donner des leçons sur d'autres personnes qui ne seraient pas formées à l'exercice du pouvoir parce qu'elles seraient trop jeunes. Un peu de modestie. Ces gens sont... on est avec des incapables. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est pas moi qui le dis, c'est Madame de Montchalin. Madame de Montchalin nous dit hier soir que ses gouvernements étaient des incapables. Ceux qui étaient à Bercy étaient des incapables. C'est ce qu'elle nous dit. Donc on est dans un système... Richard Millet. On est dans un système démocratique. On élit des gens qui nomment des gens qui sont incompétents. Et rien ne change. Et rien ne change. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'on ait 3 000 milliards de dettes, parce qu'ils ne savent pas, c'est pas contrôlé. 3500, en fait. 3500. 3500, il ne faut pas contrôler. Vous avez vérifié votre chiffre hein, Et Madame de Montchalin, elle part à la Cour des comptes. Bref. Depuis 10 jours, donc ça se trouve, on a pris 100 Bref, non mais c'est un bordel. Sachant que Madame de Montchalin, on vous l'a vendu comme la personne extrêmement techno, qui était formidable, qui connaissait tous les comptes publics Emmanuel du pays. Macron, c'était le Mozart. Oui, c'est vrai. Le Mozart de la finance. 3 500 milliards de dettes. Bravo, c'est bien. La prochaine fois, je préfère quelqu'un qui joue du biniou. Oh, pas sûr. Vous allez vite regretter, je pense. Ou du tambourin. Hein. Quelqu'un qui soit peut-être pas Mozart, mais bon. Le gouvernement publie ce jeudi donc sa très attendue feuille de route énergétique jusqu'en 2035. Je trouve qu'effectivement, il n'y a pas grand monde qui en parle, sauf Bruno Retailleau. David Lisnard aussi qui a pris la parole et c'est très intéressant. Le RN. Et le RN, fortement. Oui, à Marine Le Pen, fortement. Et c'est même elle qui est en pointe depuis un an sur ce sujet. Monsieur Retailleau a dit la PPE 3 compromet l'avenir économique et industriel de la France. Ce texte est capital pour l'avenir de notre pays, dit-il. Cette PPE engage l'avenir de la France sur la base d'un constat initial qui ne correspond pas à la réalité. S'agissant des énergies renouvelables, la question n'est pas de les opposer au nucléaire. La seule question qui doit guider nos choix en la matière énergétique, comme dans tout, est la suivante. Leur déploiement massif apporte-t-il un bénéfice réel à la France dans le contexte budgétaire actuel? Au-delà du fond se pose une question de méthode et de légitimité. Le Premier ministre ne dispose pas de la légitimité nécessaire pour engager seule la France. Et c'est vrai que ça passe par un décret, Marie-Hélène Trémollet, ce qui est très choquant. Mais pour moi, c'est ça l'important, c'est la question de la méthode et qui est d'ailleurs critiquée aussi par le Rassemblement national. C'est la question du décret, alors que le sujet de l'énergie ne fait plus du tout consensus en France. On peut penser que, par exemple, avant François Hollande et avant l'arrêt du nucléaire, il y avait une forme de consensus. Aujourd'hui, on se demande s'il ne faudrait pas en venir presque à une consultation des Français sur le sujet. Donc à l'inverse total de passer par un décret, surtout quand on est un Premier ministre et qu'on n'a pas la légitimité qu'on est supposé avoir depuis qu'on est arrivé à Matignon. Sauf que c'est un sujet technique, que les Français, on ne va pas les interroger sur tout. On aimerait simplement que les grands experts soient écoutés. Et les grands experts, on était hier avec André Merlin, on était avec Henri Poroglio, que je vous ai fait écouter, et Jean-Bernard Lévy, ces gens qui ont dirigé EDF. Ils sont tous sur la même ligne. Alors réécoutez ce que disait monsieur Merlin hier, André Merlin, parce que moi je l'ai trouvé formidable. La consommation d'électricité en France n'a cessé de baisser depuis 2012. Elle est au niveau de 2003, au moment où je dirigeais encore RTE. Si vous voulez. Et donc, on ne voit pas l'intérêt dans les 10 prochaines années de mettre en service de nouveaux moyens de production, parce qu'actuellement, la capacité de production dépasse de 25% la consommation d'électricité en France. Et en fait, ça, c'est un enfant de 5 ans comprend ça. Ben oui. C'est un enfant de 5 ans comprend ça. Exactement. Alors, il a été effectivement très pédagogue hier avec nous et très efficace. Et c'est vrai, j'ai une faiblesse. Je crois davantage Monsieur Merlin, je crois davantage Monsieur Proglio, je crois davantage Monsieur Lévy que Madame Tondelier qu'on va écouter. Parce que Madame Tondelier, elle fait de la politique, c'est une idéologue. Et effectivement, je ne suis pas sûr que sa parole soit de ce point de vue-là... dénué de toute idéologie. Oui, et puis soit celle d'une experte, parce que c'est une idéologue. Alors elle est très contente, comme par hasard. Alors je vais vous dire, quand Madame Tondelier est très contente d'une décision, moi je m'inquiète pour la France. Écoutez Madame Tondelier. Ces gens, c'est vraiment compliqué. Elle brandit la Russie, elle dit n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que, je vous assure, c'est un vrai problème. Et que des hommes politiques ne montent pas au créneau pour dire qu'effectivement, on a notre souveraineté nucléaire et on peut être indépendant avec l'énergie nucléaire, ce que j'ai compris à travers ce que disait M. Merlin, et que des hommes politiques disent « Ah ben oui, on est dépendant de la Russie ». Donc évidemment, comment voulez-vous interroger les Français? Mais au moins interroger les parlementaires. Quand on investit 115 milliards sur un plan pour 10 ans, je pense que les parlementaires, il y a des lobbies éoliens. Oui, il y a aussi... On a parlé, je veux dire, même chez les LR, ils ne sont pas d'accord.
Vous avez Jean-François Copé qui a une position, et puis vous apprenez qu'il défend une compagnie qui défend le renouvelable en Allemagne, qu'il est son avocat. Donc effectivement, il y a parfois des intérêts qui peuvent être, qui peuvent peser dans les dossiers. Non, mais entre les experts que vous aimez tant et la médiocrité de Marine Tondelier, il y a le bon sens. Et le bon sens, c'est vrai qu'il a disparu, même de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous savez, il y a eu le vote sur les moratoires sur les énergies non renouvelables. Il est oublié. Eh bien non, il a été voté grâce à qui ? Grâce au LR au Sénat. Oui. Souvenez-vous, ils avaient voté le mix énergétique. Donc c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Et sur la méthode, le sujet, en réalité, c'est pas tant le décret que ce soit l'Union européenne qui nous oblige de faire cette PPE 3 avec ce mix énergétique. Parce qu'il est là. Le vrai sujet, c'est qu'on a perdu totalement notre souveraineté sur tous les sujets, et particulièrement sur le sujet énergétique. Pardonnez-moi, mais Pascal Pierre Garbarini. Je croyais que ce débat était clos. C'est qu'il y a 1 an ou 1 an et demi, on avait remis au centre le nucléaire. On s'était rendu compte que la politique qui avait été d'écarter le nucléaire était une erreur et que désormais, il fallait justement... C'est vrai que le nucléaire a été remis en selle. Et c'est pour ça d'ailleurs que... Et ça suffit pas. Pascal, c'est une des raisons, parce qu'il a été très malin, le Cornu. Parce qu'on peut tout lui reprocher, sauf d'être très malin. Parce que ces gens, en fait, ils sont très malins. Ils mettent la France dans le mur, mais ils sont quand même très malins. Donc qu'est-ce qu'il a fait, le Cornu ? Il a satisfait tout le monde. Donc il a donné à manger, si j'ose dire, au nucléaire. Donc le nucléaire dit trop rien, parce qu'effectivement, on relance du nucléaire. Mais à côté, on relance des renouvelables et on n'en a pas besoin. Mais c'était donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on se partage le gâteau. Et c'est là qu'il est habile et malin, parce qu'il réussit. C'est sa méthode. Il fait ses coups en douce. Mais la France, on s'en fout. Ils font de la politique. Voilà ce qu'ils font. Et ils ne savent faire que ça. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France, il a été défendu hier par André Merlin. Et il est défendu par la position d'Henri Proglio. Et il est défendu par la position de Jean-Bernard Lévy. Mais ces gens-là ne font que de la politique. Voilà, de la politique politicienne. Je veux tenir, je veux pas avoir d'ennui, etc. Et tu vois, pas plus loin que le bout de ton nez ou le bout de ton siège et de ta voiture à cocarde. Parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Régner pour régner. Mais la politique, c'est aussi de travailler à Bruxelles, de prendre des avantages à Bruxelles. Et manifestement, ils en sont incapables aussi. C'est dommage. Et au-delà de ça, il y a quand même une pénétration de l'écologisme politique dans tous les cabinets des ministères de la République, que ce soit au cabinet d'Emmanuel Macron, on se souvient de l'invitation des soulèvements de la terre au salon de l'agriculture, que ce soit dans le cabinet de Sébastien Lecornu, et même dans tous les ministères. Là, par exemple, on a 3 ministères qui se sont alliés pour dire à tout le monde qu'il fallait arrêter la viande dans certaines cantines scolaires. Ça participe quand même de cette écologie politique qui est en train de s'intégrer dans tous les ministères, dans toutes les administrations, et qui va se développer dans tout le pays. La PPE, je vous assure, c'est un bon exemple. Voilà, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire et que nous allons faire. Et c'est Nicolas qui paiera. Donc voilà. Et Pascal. Voilà comment ? Et Pascal. Oui, et on en parle depuis 3 jours. Et je vous assure, à part Bruno Retailleau, vous l'avez dit, Marine Le Pen, mais c'est silence radio. L'affaire Epstein. Formidable. Monsieur Herouet, l'affaire Epstein. Alors ça. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez résumer les derniers épisodes ? Non, j'ai vu qu'Emmanuel Macron a dit que c'est une affaire américaine. C'est pas du tout une affaire américaine, c'est une affaire française. C'est une affaire complètement américaine. Pourquoi vous dites ça ? Donc, c'est vrai qu'Epstein avait 800 mètres carrés avenue Foch qui passait au moins 4 mois par an à Paris. C'est vrai que Ghislaine Maxwell avait un passeport français. C'est vrai que le principal rabatteur est français et qu'il est mort dans sa cellule, comme Epstein d'ailleurs, en se pendant à peu près de la même manière. Mais tout ça n'a rien à voir avec... Non. Pourquoi c'est une affaire américaine ? Non, mais je vous pose la question. C'est vrai que Jack Lang est présumé innocent. Même par le fisc. Non mais, ce qui est terrible dans l'affaire Epstein, sérieusement, pour parler sérieusement, tous les jours, vous avez des noms qui sont livrés en pâture. Moi, j'ai regardé hier... C'était fascinant de voir la Chambre des communes, le Premier ministre britannique, dos au mur, en train de se défendre. Il se défendait de quoi ? Lui, il n'est pas dans les fichiers, il n'est pas cité, il n'est pas mis en cause, il ne connaissait pas le financier. Ce qui est d'ailleurs presque humiliant, pour se dire à quel point il n'était pas grand-chose, le pauvre Keir Starmer. Donc, il n'est pas dans les fichiers. Alors, évidemment, il a nommé un ambassadeur à Washington qui était, lui, très copain d'Epstein et même totalement corrompu. Et Mendelssohn, ça pose problème. Mais, si vous voulez, on en est au point où, là, hier, on l'accusait d'avoir soutenu un homme qui était lui-même ami d'un pédophile. Donc, aujourd'hui,
vous êtes accusé non pas parce que vous êtes pédophile, ni parce que vous êtes l'ami d'un pédophile, mais parce que vous êtes l'ami d'un pédophile. Vous me suivez dans le raisonnement ou pas? Oui, c'est pas très compliqué. Il y a quelque chose qui est très troublant. Il y a énormément de noms qui sont livrés en pâture. Là, j'ai vu qu'aujourd'hui, vous avez à la fois un chef d'entreprise français, un pianiste, toutes sortes de gens qui sont cités. Pardon? Un ancien footballeur, Franck Ribéry était cité. Je ne connais pas le cas de Ribéry, mais qui se citait parce qu'il se retrouve pris dans la nasse et l'opinion a besoin de trouver des boucs émissaires, de trouver des coupables. Et ça prend beaucoup de temps de démêler. Alors je vous propose peut-être de voir... Plongez-vous dans les archives diffusées par le ministère de la Justice, Gov. Allez sur Gov. Bon, oui, vous trouvez votre nom, sûrement. Oh non. Mais vous trouvez mais il y a des milliers de noms qui sont cités. S'il vous plaît. Comment les dire fournisseurs. Non, mais franchement, n'ironisez pas. Il a déjà parce que il y a plein de gens qui prennent. Attendez, il y a plein de gens qui prennent ça au premier degré. Donc faisons attention, je veux dire, Vincent, parce que là, c'est pas drôle. Non, mais c'est pas drôle. Pardonnez-moi, c'est pas drôle. C'est pas grave. Non, mais il y a des vraies victimes. Et vraiment. Vous avez au moins 500 filles qui sont victimes d'Epstein. Oui. 500, pas rien. Le gouvernement français dit recommande aux femmes d'aller porter plainte, parce qu'il ne peut pas se saisir lui-même. Bon, 500 filles, ça c'est les vraies victimes. Et puis après, vous avez les faux coupables et les vrais coupables. Il n'y en a pas, il n'y a qu'une femme. Voyons le sujet d'Augustin Donadieu. Voyons le sujet d'Augustin Donadieu. Le Quai d'Orsay éclaboussé à son tour par l'affaire Epstein. Les millions de documents publiés par la justice américaine révèlent des liens entre le financier américain et le diplomate français Fabrice Hédan. Dans les fichiers, le diplomate, alors détaché par la France aux Nations Unies, apparaît plus de 200 fois dans des échanges avec Jeffrey Epstein, dont les premiers remontent à 2010. Des correspondances par mail dans lesquelles Fabrice Hédan envoie des documents et des rapports de l'organisation directement aux criminels sexuels. Quand j'ai pris connaissance de ces informations, j'ai été effaré et j'ai fait ce que chacun aurait fait à ma place, saisi le procureur de la République, lancé une enquête administrative pour concourir au travail de la justice, ainsi qu'une procédure disciplinaire le concernant. L'avocate du diplomate indique que son client conteste l'entièreté des accusations portées à son encontre, mais d'autres fonctionnaires français pourraient être impliqués dans cette affaire au retentissement mondial. Je ne peux pas l'exclure puisque des noms de diplomates semblent apparaître dans les documents, mais sans que je puisse aujourd'hui en tirer la moindre conclusion. Outre ces liens mis en lumière, Fabrice Hédan avait été visé par une enquête du FBI en 2013. Il aurait consulté de manière répétée des sites pédopornographiques. À l'époque, il avait été renvoyé dans l'Hexagone pour être traité légalement et psychologiquement, mais aucune sanction n'avait été envisagée par la France. L'avocate de Fabrice Hédan indique ce soir qu'il n'y a jamais eu la moindre consultation de sites à caractère pédopornographique. Bon, Vincent Herouet, est-ce que la procédure a été respectée au Quai d'Orsay? C'est-à-dire que je crois que c'est M. Haro qui était à l'époque l'ambassadeur de l'ONU. Donc il aurait eu sous les yeux le rapport du FBI et il aurait renvoyé donc, ce diplomate. Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'après il y a eu une poursuite? La police américaine l'a pris en quelque sorte la main dans le sac. Il avait des fichiers pédopornographiques qu'il avait consultés. Donc... Ça, c'est avéré, ce que vous dites? C'est ce que dit la police, c'est ce que l'on sait de la... D'accord. Alors moi, c'est avéré. C'est formidable, on n'a pas le temps d'aller se plonger dans l'enquête. Ce qui est avéré, on est dans une période, dans un moment de grande paranoïa, où tous ceux qui ont, de près ou de loin, été approchés par Epstein, sont considérés comme suspects, pour ne pas dire coupables. C'est ce que je vous expliquais à l'instant au propos du Premier ministre britannique, qui est fragile politiquement, et donc on l'accuse d'avoir été le protecteur d'un ami d'un pédophile. Bien. Et pour lui, il vit un moment où le gouvernement risque de tomber. C'est absolument dingue. Il y a la masse de documents Epstein qui est énorme, qui est tellement tentaculaire que ça va prendre des mois à des enquêteurs. Mais plongez-vous dedans, ça vaut le coup. Et vous y trouvez tellement de pauvres innocents. Entendez, j'ai des questions à vous poser. Ce que vous avez dit qui est très grave, est-ce que je dois le modérer ou pas? Ou est-ce que ce sont des faits qui sont avérés? C'est-à-dire ce diplomate, vous avez dit qu'il avait consulté des images, et c'est important de le dire. Donc il a été renvoyé, en tout cas, il y a eu cette accusation, je ne sais pas si elle est vérifiée ou pas, il a été renvoyé, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'il a été renvoyé à Paris, et après... Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que après, il s'est fait mettre en disponibilité, il est parti dans le privé. D'accord, donc il n'y a pas eu de suite judiciaire à cela? Non, à ma connaissance, non. Donc c'est quand même une erreur.
Ah oui, c'est une erreur, bien sûr. Si vraiment il avait été renvoyé des États-Unis pour ces faits aussi graves, et s'il n'y a pas eu de poursuite ici en France, convenez que c'est un manque. Sans aucun doute. Bon. Pardonnez-moi. Vous voulez dire qu'il y a une erreur du Quai d'Orsay, qu'il y a une erreur de l'État, il y a un manque d'acharnement de l'État sur ce genre de dossier. Donc, les affaires de pédophilie sont en général traitées avec des involtures, mais je suis complètement d'accord avec vous. Et j'ai vu l'article 40 ouvert par M. Barrot hier, et j'ai interprété ça comme on ouvre le parapluie. Oui, mais j'ai interprété comme ça. Dernier mot avant la pause, parce qu'on est déjà en retard. Il y a quand même la présomption d'innocence. Oui, c'est pour ça que j'intervenais auprès de Vincent. Parce que, je veux dire, on jette des noms en pâture. Je suis d'accord avec vous. Donc, on ne connaît pas également comment et pourquoi le FBI a livré certains noms, parce que je pense qu'il y a aussi des considérations autres que judiciaires, donc il y a quand même la présomption d'innocence. Ensuite, ce qui paraît étonnant, c'est que lorsqu'il y a des faits avérés, si c'est tel et tel cas, notamment à l'ambassade de France à Washington, on se demande pourquoi ensuite, si une personne a fait l'objet donc d'une démission forcée, il n'y a pas eu de poursuite ensuite pénale. Voilà, ça c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il y a quand même des faits. Normalement, on ouvre le parquet doit ouvrir une enquête. Bon, la personne qui s'appelle Aidant, je crois, Nitou, mais il a quitté les États-Unis très rapidement à la cloche de bois, comme on dit. Non, mais c'est normal. Quand vous avez un diplomate qui est mis en cause par la justice locale, en général, l'urgence, c'est de le rapatrier, de le mettre en... quelle que soit son immunité diplomatique, vous le ramenez à Paris. Ça me paraît... La pause, il est 9h24. À tout de suite. Vous êtes sur Europe 1, vous êtes sur CNews et nous sommes avec Maï-Hélène Trémollet, journaliste politique d'Europe 1, Jules Torres, journaliste du politique au Journal du Dimanche, et la jeune garde que vous incarnez tous les deux. L'ancienne garde est plutôt, c'est vrai, représentée par Vincent Herouet. Plutôt. Et Richard Millet. Ce matin, mais vous êtes tellement gracieux. La vieille garde vous salue bien. Mais la vieille garde, j'en fais sans doute aussi partie. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Elle meurt et elle ne se rend pas. Sic transit, Gloria Mundi, Pascal-Pierre Garbarini est là, bien sûr, et puis Richard Millet. Alors, on a quasiment terminé sur Epstein. On dira peut-être un... Ah non, pour des années. Bon, on dira peut-être un mot sur Jack Lang dans une seconde. Simplement, je reviens sur la PPE, parce qu'il y a eu depuis tout à l'heure des petites choses qui ont peut-être bougé. David Lisnard, le maire de Cannes, et c'est intéressant, parce qu'il dit « Tout cela devient plus que troublant », dit-il. Là, vous allez pouvoir décoder peut-être ce que dit David Lisnard. En octobre, j'alertais sur la vente d'Exaction à Marat. En janvier, je dénonçais l'autorisation du Trésor et la clause de non-concurrence qui interdit à EDF toute activité de calcul haute performance et de minage pendant 24 mois. Si la réponse de l'Élysée est de faire entrer Xavier Niel au capital pour rendre l'opération présentable, le problème reste entier. C'est un peu compliqué, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Mais EDF est écarté d'un marché stratégique et un acteur américain prend position sur la valorisation de nos surplus électriques. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. La PPE 3... que le Premier ministre s'apprête à signer par simple décret sans débat ni vote des parlementaires programme une augmentation massive de nos capacités de production alors que le pays est déjà en surcapacité structurelle, on l'a dit. Le contribuable finance la surcapacité, on l'a dit. Un opérateur étranger en capte la valeur et l'on habille le tout d'un nom français pour éviter le départ. Il est urgent de lever la clause de non-concurrence imposée à EDF. Alors j'ai demandé à Fabien Bouglet de décrypter ça. Et sa réponse est la suivante. Depuis des années, des spécialistes des crypto-monnaies hurlent en disant que les surproductions d'électricité d'EDF pourraient être utilisées pour miner du Bitcoin. Nous aurions perdu des milliards à ne pas le faire. Ce que dit David Lisnard, c'est que d'un côté, avec la PPE 3, nous allons créer une surproduction d'électricité et de l'autre, avec la clause de non-concurrence liée à la vente par EDF à la société américaine de son activité minage, EDF ne pourra plus faire du minage en France en profitant de cette surproduction. Vous me suivez ? Vous me suivez ou pas ? C'est un peu clair comme de l'eau de roche. EDF va donc perdre ses capacités de générer du cash en subissant d'un côté la surproduction des ENR sans possibilité de l'exploiter par la production de crypto-monnaies, car la clause de non-concurrence l'empêchera de le faire. En gros, c'est extrêmement grave, comme d'habitude, et cela profite aux USA. C'est la liaison PPE3 et la vente d'Exaction aux USA. Bon, c'est une analyse. C'est une analyse de M. Bouglet. Bien sûr, c'est une analyse et peut-être apportera-t-on la contradiction.